commence la chimie aujourd'hui, c'est les atomes, les éléments et les composés. Donc, la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est la matière. Lorsqu'on parle de la matière, c'est tout ce qui existe qui a un volume et une masse. Donc, par exemple, quelquefois, je discute, donc j'aime bien la géologie. On avait regardé ici de quelques fossiles dans cette roche. Ça ici, c'est un solide, c'est fait de matière, c'est composé de différentes choses. Ceci a une masse et ceci a un volume. Deuxièmement, lorsque je fais mes vidéos, je prends toujours un petit café. Ici, on peut voir, il y a un liquide. Ceci a une masse et il y a aussi un volume. L'autre chose, si on peut penser, par exemple, à un gaz. Par exemple, on peut regarder un ballon qui contient de l'hélium. Celui-ci va monter dans l'air. On a un volume d'hélium dans un ballon et il y a une masse qui est plus faible que l'atmosphère et celui-ci va monter. Donc, c'est pour montrer que la matière, que ce soit les gaz, les solides ou les liquides, ont des masses et des volumes. Très bien. Donc, si on veut continuer, il faut regarder comment est-ce qu'on peut diviser la matière en différentes parties que l'on peut organiser et mieux comprendre. Alors, voyons voir. Donc, on a ici alors, la première chose qu'on peut penser lorsqu'on parle de matière, c'est que ce sont des mélanges. Ici. Lorsqu'on a des mélanges, on peut regarder ici, j'ai mon exemple de café. J'ai ici de l'eau avec des grains de café pour faire mon breuvage matinal. Si nous avons la roche de tout à l'heure, nous avons ici, et on peut le voir, nous avons ici une roche qui est plutôt un calcaire et on a ici des petits fossiles. Donc, c'est un mélange de plusieurs types de substances. Je ne sais pas si dans le livre, on divise en parties spécifiques. Non. Alors, moi, je n'irai pas en détail pour les mélanges ici. Parce que cette année, lorsque l'on étudie la chimie pour commencer, on parle surtout des substances qu'on appelle pures. Donc, on a ici substances pures. À vrai dire, lorsqu'on est en Ontario et on apprend sur les différents types de matières, lorsqu'on est en 7e et 8e année, on parle des mélanges. Des mélanges qui sont des mélanges mécaniques, par exemple. On a différents types, on a des solutions, on a différents types de mélanges. Mais en 9e année, lorsque je regarde les choses, on parle de substances pures. Et ici, on a ce qu'on appelle, premièrement, des éléments et des composés. Comme ceci. Maintenant, les éléments, c'est toujours quelque chose de fantastique. Fantastique pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que tous les éléments sont organisés dans un tableau périodique. Ça ici, c'est le tableau périodique des éléments. Donc, un élément, qu'est-ce que c'est? C'est une substance pure qui est la matière, mais c'est une substance qui est faite d'un seul type de matière. Donc, voyons voir. Je vais vous donner des exemples ici. Nous avons par exemple de l'or, on a du fer. Qu'est-ce qu'on connaît aussi qui pourrait être intéressant, que vous connaissez? Nous avons ici de l'or, on a ici de l'argent. Et nous avons le cuivre. Maintenant, ça c'est intéressant. Ça, on appelle ça une substance pure parce que si on est pour prendre cette matière et que l'on divise celle-ci en plus petites parties, éventuellement on se retrouve avec une particule qui est faite d'un type de matière seulement. Voyons voir. Voici un exemple que j'aime bien. Voici une règle de 30 cm. Voyons voir. Très bien, je vais le mettre comme ceci avec les centimètres pour vous. Si on a une règle de 30 cm et que je divise celle-ci en deux, on se retrouve avec une règle de 15 cm.
Par contre, si je la divise en deux, j'ai 7,5 cm. Je divise encore, je me retrouve avec 3,75 cm. Et qu'on divise, et qu'on divise, et qu'on divise. Éventuellement, on se retrouve avec une particule qu'on ne peut plus diviser. Et cette particule sera faite de métal qui faisait partie de la règle. Parce qu'à la fin, on ne peut pas se retrouver avec rien. Parce qu'on ne peut pas détruire la matière. La seule chose qu'on peut faire, c'est que si on a ici une règle de métal, c'est qu'à la fin, éventuellement, on aura une petite particule de métal qui existe. Donc, si cette règle, écoutons, est faite de fer, ça veut dire qu'il doit y avoir des particules de fer. Si on a un bijou qui est fait en or, par exemple, en or pur, et qu'on prend ce bijou et qu'on le divise en de plus en plus petit, on se retrouve avec une particule d'or qui est un élément. Si on prend le cuivre, par exemple, un exemple serait, voici le fil que j'utilise pour charger mon téléphone. Si on enlève la partie qui est à l'extérieur, on se retrouve avec un métal qui conduit l'électricité, qui est fait en cuivre. Si je prends ce fil et le divise à moitié, 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 on se retrouve avec une particule qui est faite de cuivre et on ne peut pas la diviser. Ça, c'est ce qu'on appelle un élément. Donc, voyons voir si je suis pour retourner sur mon tableau périodique ici et que je cherche l'or. Nous avons ici, au numéro 79, on a ici un élément qui est l'or. Donc, le tableau périodique identifie tous les éléments qui existent dans notre univers. Nous avions le fer ici. Regardons. Le fer est au numéro 26, juste ici. C'est une particule qui est définie, qui a sa propre masse et son propre volume lorsqu'on a notre petite particule. Si nous avons l'argent, nous avons ici l'argent numéro 47 et nous avons le cuivre qui est au numéro 29. Donc, ce sont des matériaux, c'est de la matière qui est faite d'un type de matière. Donc, ça, c'est la première chose à considérer. Maintenant, vous allez dire comment est-ce que l'on peut faire pour diviser cela, diviser les différents types d'éléments. Alors, voyons voir si on peut avoir quelques situations. On peut ici filtrer. Donc, par exemple, je vais mettre l'image pour que vous puissiez voir. Alors ici, si nous avons par exemple, on a un verre d'eau distillée et on met à l'intérieur, il y a du sable par exemple, on peut utiliser un filtre pour séparer les éléments. On peut utiliser le magnétisme aussi. Parce qu'il y a certaines matières qui vont être attirées par les aimants et d'autres pas du tout. Donc, c'est une façon de le faire. Une autre façon qu'on peut faire, c'est aussi avec la distillation. Distillation. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsqu'on a un mélange qui est liquide, si on enlève l'eau, on se retrouve avec de la matière qui reste à la fin. Pourquoi? Parce que l'eau a été évaporée et c'est fantastique. Alors ça, c'est comment est-ce qu'on peut identifier la matière qui sont des substances pures, qui sont aussi divisées en éléments, et ceux-ci sont identifiés dans le tableau périodique. Maintenant, si on regarde le tableau périodique encore, celui-ci nous montre, alors je vais vous montrer ici le numéro 92. Le numéro 92 ici, c'est un élément d'uranium qui existe, c'est un élément qu'on peut trouver dans la nature. Mais chose intéressante, c'est le plus gros élément que l'on trouve naturellement sur notre planète et l'univers, que l'on connaît maintenant de toute façon. Ça veut dire, oui, mais nous avons ici le neptunium qui est au numéro 93. On a ici le californium qui est le numéro 98. On a ici voyons voir, ici le donium qui est le numéro 105. Et ici, en passant, on a déjà nommé ceux-ci. Je n'ai pas trouvé une version qui me satisfait pour la classe. Donc, il y a des éléments plus gros que 92.
Ceux-ci ont été créés en laboratoire par les humains. Donc, ce sont ce qu'on appelle des éléments synthétiques. L'autre chose que vous allez dire, oui, mais sur notre planète, il y a plus que 92 types de matières différents. Si on regarde ici, si je suis pour regarder les lunettes, comme ceci, si j'ai un marqueur, si j'ai un livre, si j'ai un verre d'eau, dans le verre d'eau, je peux faire soit une boisson gazeuse, soit un thé. Je peux avoir dans l'eau de l'eau qui est dans un lac, l'autre qui est dans la mer, dans les océans. Il y a tellement de choses qui sont différentes. Et ça, c'est intéressant. Et ça nous mène à la prochaine partie que je veux mentionner, qui est, maintenant qu'on connaît qu'il y a des éléments qui sont des substances pures, qui sont faits d'un type de particules, tiens, je peux marquer ça ici pour vous, c'est ici un type de particules, comme ceci. On a ce qu'on appelle une autre catégorie, et cette autre catégorie, on les appelle les composés. Maintenant, ce qui est intéressant avec les composés, c'est que les composés sont faits de plusieurs éléments. Vous allez dire, comment est-ce que c'est possible? Voyons voir si vous avez déjà entendu parler de composés. Un exemple de composé pourrait être, voyons voir, on a de l'eau. Donc, vous avez sûrement déjà vu cette idée que lorsqu'on boit de l'eau qui est pure, distillée, c'est H2O. On parle beaucoup du dioxyde de carbone qui existe dans notre atmosphère. Et ce dioxyde de carbone, c'est le CO2. Okay. Si on regarde, il y a ici plusieurs objets ou plusieurs lettres qui existent. Tout à l'heure, nous avions des éléments simples. Nous avons l'or qui avait, voyons voir si on peut regarder les symboles. L'or, c'est AU. Le fer, c'est Fe. L'argent, c'est Ag. Et le cuivre, c'est Cu. Il y a toujours une majuscule et une petite lettre minuscule ici. Ça nous montre le symbole de ces objets, de cette matière ici. Lorsqu'on a des composés, regardons, il y a plusieurs lettres. Il y a H2O. OK. Il y a CO2. Donc ici, il y a des lettres qui sont différentes. Si nous avons, par exemple, voyons voir si je peux trouver un autre exemple. On parlait dans l'actualité de méthane l'autre jour. Alors, le méthane, on en parle lorsqu'on parle de réchauffement climatique, par exemple. On peut aussi l'utiliser dans les gaz naturels. C'est CH4 comme cela. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Allons faire un tour dans notre tableau périodique. Donc, si on va faire un tour sur le tableau périodique, lorsqu'on a parlé de eau, l'eau, c'est H2O. Donc, regardons ici notre tableau périodique. Nous avons ici le numéro 1 et nous avons H. La lettre H ici représente de l'hydrogène. Si on regarde le O ici, on a ce qu'on appelle l'oxygène. Donc, l'hydrogène et l'oxygène existent. Ce sont des éléments. Ce sont des éléments et lorsqu'on peut mettre des éléments ensemble, ça nous permet de créer de nouvelles matières. Alors ça, c'est intéressant parce que dans notre univers, sur notre planète, dans nos vies, on a une multitude de matières qui existent. Et cette matière n'est pas faite de substances, n'est pas faite d'éléments. Quelques-uns le sont, mais c'est surtout fait de composés. Donc pour l'eau, on a 2 hydrogènes et 1 ici d'oxygène. Donc si on regarde ici notre équation ou notre formule chimique de l'eau, H2O, ça veut dire qu'il y a 2 hydrogènes avec 1 oxygène. Si on regarde le dioxyde de carbone, nous avons 1 C et 2 O. Nous savons que O, c'est oxygène. Donc le C ici, c'est le carbone. Allons faire un tour ici dans notre tableau périodique. Nous avons ici, au numéro 6, le carbone et on a ici l'oxygène. Donc le dioxyde de carbone est fait d'éléments qui sont de carbone et d'oxygène. Et lorsqu'on fait un regroupement ensemble, on a une nouvelle matière. De l'eau, qui est un liquide,
le CO2 qui est un gaz. Donc ici, on peut créer de nouvelles matières et ça, c'est excitant. Et c'est pour ça que la chimie, c'est fantastique. Alors, on va passer avec un dernier mot de vocabulaire avant de terminer cette première section sur les atomes et les composés. Alors, nous savons que les éléments, c'est un type de particule fait d'un type de matière. Les composés sont des substances pures qui sont faites de plusieurs parties, mais c'est quand même un type de particule. Parce que si on est pour prendre un verre d'eau de 100 ml et on le divise en deux, 50 ml, 25 ml, 12,5 ml, éventuellement, notre verre d'eau va disparaître jusqu'au point qu'il va nous rester une particule d'eau. Cette particule d'eau sera faite de 2 oxygènes et de 1 oxygène. Si on prend le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, disons que c'est dans un contenant, et qu'on divise le volume en deux, en deux, on se retrouve avec un type de particule, et cette particule est faite de carbone et d'oxygène. Maintenant, un élément, c'est un regroupement de particules qui sont identiques. Mais comment appelle-t-on une particule spécifique? On va appeler une particule, ici, un atome. Un atome de fer, c'est une particule qui est un type de particule qui est un élément, parce que c'est fait d'une chose seulement. Par contre, si on a un composé, comme de l'eau et le dioxyde de carbone, nous allons avoir ce qu'on appelle une molécule. Donc, qu'est-ce que c'est une molécule? Une molécule, c'est un type de particule d'un composé. Donc, si je prends plusieurs molécules de H2O et que je le mets ensemble, on se retrouve avec un composé parce qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur de celui-ci. Alors, révisons ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout ce qui nous entoure, qui a un volume et qu'il y a une masse, s'appelle la matière. On peut les diviser en mélanges et en substances pures. Les substances pures, ce sont de la matière qui sont faites d'un type de particule. Un élément, qu'est-ce que c'est? C'est de la matière qui est faite d'une particule qui est unique, et cette façon qui est unique est organisée dans le tableau périodique ici, et en passant dans les leçons à venir, nous allons regarder les détails du tableau périodique pour vous aider. Lorsqu'on a ici des substances pures qui sont faites de un agencement, je vais reculer un petit peu. Donc, les éléments sont dans le tableau, et lorsqu'on prend une particule spécifique d'un élément, on a un atome. Donc, on a un atome d'or, un atome de fer. Lorsqu'on a un composé ici, les composés, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'atomes qui, ensemble, va former une substance pure. Et lorsqu'on prend ce composé, qui est l'eau, le dioxyde de carbone, et qu'on le divise dans particules de plus en plus petites, on se retrouve avec une molécule. Qu'est-ce que c'est une molécule? C'est plusieurs atomes mis ensemble pour faire une nouvelle matière. Lorsqu'on a des atomes qui sont identiques, mis ensemble, on a un élément. Lorsqu'on a des molécules identiques, qu'on les met ensemble, on se retrouve avec un composé. Donc, ce qui est intéressant avec les propriétés physiques de la matière, c'est qu'on peut mesurer, on peut observer la matière, mais le fait de l'observer ne change pas l'identité de cette matière. C'est pour ça qu'on parle du fait que ce sont des propriétés physiques. À l'inverse, dans la prochaine section, on parlera de propriétés chimiques. C'est lorsqu'on a des substances, il y a une transformation de l'essence même de cette matière. Et ça, c'est notre prochaine vidéo. Mais retournons à cette idée de propriétés physiques. Lorsqu'on a des propriétés physiques, on se retrouve avec deux types de données. On a des données qu'on appelle qualitatives. Et ces données qualitatives, ce sont des données que l'on peut observer avec
les sens. Donc, on peut utiliser la vue, donc par exemple la couleur, par exemple le reflet d'une substance. On peut aussi regarder certains sons. Si on prend, par exemple, lorsqu'on ouvre une boisson gazeuse ou de l'eau Perrier, de l'eau gazéifiée, on peut entendre qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque ces petites bulles vont quitter. Il y a bien sûr les textures. Les textures, c'est fait lorsqu'on utilise nos doigts et on va toucher et voir ce qui se passe ou si un objet va sur notre peau. On peut voir si c'est lisse, si c'est rugueux. On peut même voir est-ce que c'est chaud ou froid. On ne sait pas exactement la température, mais on peut faire des observations. Alors, on peut aussi regarder certaines odeurs. Donc, bien sûr, lorsqu'il y a une substance, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai acheté des fraises et sentir l'odeur de fraise est une propriété de cela. Mais bien sûr, si on regarde certains nettoyants, il y a certaines odeurs. Dans la cuisine, bien sûr, c'est fantastique. Le seul sens qu'on ne veut pas utiliser, c'est le sens du goût dans un laboratoire. Dans la cuisine, on peut voir la différence entre sucré et salé, ça va. Mais en laboratoire, il faut faire très attention pour la sécurité. Donc moi, je me concentre sur les 4 autres sens et non pas celui du goûter. Les autres types de propriétés, on appelle ça les propriétés qu'on appelle quantitatives. Quantitatives, comme ceci. Ça, ce sont des données qui sont observées et mesurées, mais pour lesquelles on peut avoir des données empiriques, donc des nombres spécifiques. Par exemple, on peut regarder la température. Avec le toucher, on peut voir si c'est froid ou chaud, une certaine différence de température. Par contre, si on veut mesurer en Celsius, on utilise un thermomètre et on a une donnée spécifique. Puisque c'est spécifique, on a, et on peut voir ici, une quantité, comparée ici à une qualité. Donc ça ici, c'est beaucoup plus relié à des adjectifs et ici avec des données. On peut aussi avoir la masse volumique comme ceci. Donc par exemple, si on prend la masse volumique de l'eau, nous avons 1 gramme par centimètre cube. Donc si on prend un centimètre cube, celui-ci pèse 1 gramme. Alors ça ici, c'est pour l'eau. Si nous prenons l'aluminium, par exemple, nous avons 2,7 grammes par centimètre cube. Donc la masse volumique, donc la densité de l'aluminium est près de 3 fois la masse volumique de l'eau. Et donc, on pourrait dire que pour le même volume, l'aluminium est plus pesant. Conséquence, si on met un morceau d'aluminium dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Celui-ci va couler dans le fond. C'est la même chose si on a par exemple un bouchon de liège. Un bouchon de liège a une masse volumique qui est plus petite que 1 gramme par centimètre cube et c'est pour ça qu'il flotte. Donc c'est intéressant. Il y a bien sûr la dureté. Il y a des tests de dureté sur différents types de matériaux. Par exemple, en industrie, on peut utiliser certains métaux pour faire des scies, pour couper le métal plus facilement. Vous connaissez sûrement certains, si on prend les pierres précieuses, par exemple, le diamant est une des substances naturelles les plus durables parce qu'elle est très, très dure. Voyons voir si j'ai d'autres exemples intéressants. Alors ici, il y a certains points de température, par exemple. Le point de fusion, on a de l'eau qui, lorsqu'on descend la température sous 0 degré, va devenir un solide. Donc, il y a point de congélation, point de fusion de la glace à l'eau. On a aussi les points d'ébullition. Ébullition. Ça, ce sont d'excellents exemples. Est-ce qu'il y en a un autre qu'on peut faire? Un autre que j'aime bien, c'est la conductivité. Donc, la conductivité est spécifique à la substance. Si on prend par exemple le cuivre, on utilise le cuivre dans les fils électriques dans les maisons. L'or est un autre excellent conducteur. Par contre, l'or coûte beaucoup plus cher, donc on a tendance à utiliser le cuivre comme conducteur. Par contre, on a parlé d'une sonde spatiale aujourd'hui qui est la sonde
JUICE pour la mission près de Jupiter et je vais mettre une carte ici pour cette vidéo et on utilise l'or comme conducteur dans une sonde spatiale parce que oui, c'est un meilleur conducteur, mais puisque le volume ou la dimension de cette sonde est petite et que on essaie d'avoir une sonde qui va fonctionner pendant, on espère, 10 ans, 20 ans, et que cette sonde coûte des millions, des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions de dollars, aussi bien utiliser le meilleur conducteur possible. Et bien sûr, si vous allez, par exemple, si vous avez des bijoux en or et vous voulez les vendre, on va mesurer la conductivité de votre bijou pour savoir la quantité d'or, donc la quantité de carats qu'il y a dans votre bijou. Donc ça, c'est une propriété qui est physique. Et c'est toujours intéressant, bien sûr. Autre chose intéressante, il faut penser qu'il y a les états de la matière, donc il y a des gaz liquides et solides. Donc si on a de l'eau qui devient de la glace, on la refroidit. Mais on peut prendre ces glaces, les réchauffer pour avoir de l'eau de nouveau et en plus les réchauffer pour avoir de la vapeur. On a toujours de l'eau, mais il y a des états différents. Ça, c'est une propriété physique parce qu'on a toujours ici de l'eau comme composition. Une autre chose à considérer, il y a bien sûr la solubilité. Donc, la solubilité, c'est important. Exemple à la maison, si nous faisons une soupe, par exemple, on prend un peu de sel, on le met dans la soupe, le sel va se dissoudre. Même chose avec du sucre. Si on a de l'eau, on peut mettre quelques grains de sucre et ils disparaissent. Chose intéressante, j'ai fait une présentation, un petit vidéo sur la cabane à sucre. Donc, utiliser le sucre de l'arbre qui est l'érable pour faire du sirop d'érable et des desserts. On a un érable qui est un arbre qui va avoir dans sa sève une petite concentration de sucre, peut-être 2%. Lorsque on fait bouillir cette sève, on enlève de l'eau et on garde ici du sucre qui augmente de concentration et on se retrouve avec du sirop d'érable et on peut se retrouver avec de la tire d'érable et même du sucre d'érable. Donc l'idée, c'est que le sucre est un type de substance que l'on peut mettre beaucoup à l'intérieur de l'eau. Je vais vous montrer deux autres exemples en ce qui concerne les propriétés physiques. Donc, si nous avons un lac qui est ici durant l'été, nous avons ici de l'eau. Ça, théoriquement, c'est un ruisseau. Donc, un ruisseau comme cela. Maintenant, nous avons ici, en dessous, nous avons de l'eau comme cela. L'eau a une densité d'à peu près 1 gramme par centimètre cube. Donc, 1 gramme par centimètre cube. Certaines personnes pourraient dire, on pourrait aussi dire que c'est 1000 kilogrammes par mètre cube. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il y a dans l'eau toutes sortes de choses dissoutes. Bien sûr, il y a aussi des micro-organismes, il y a de l'argile, il y a toutes sortes de choses. Donc, dans un lac, c'est toujours un petit peu plus que 1 gramme par centimètre cube. Les choses intéressantes, c'est que l'hiver, on se retrouve avec de la glace. Et la question, c'est si la glace est un solide, pourquoi est-ce que la glace ne va pas dans le fond du lac? De la même façon que, par exemple, on peut prendre un morceau de métal ou un petit caillou qui va couler dans le fond. Et la raison de cela, c'est une question de densité. Je ne sais pas si j'ai le nombre exact ici. Moi, j'ai en tête 0,94 et je n'ai pas le nombre ici. Ça va. Lorsqu'on a de la glace, comme ceci, la glace a une masse volumique qui est plus petite que le gramme par centimètre cube. Donc, peut-être que vous avez déjà mis dans le congélateur un petit volume d'eau pour en faire des glaçons. Et qu'est-ce qui arrive? On peut voir qu'il y a une expansion. C'est comme si le niveau va augmenter un petit peu et le dessus est souvent inégal. Et la raison pour cela, c'est que la glace, et moi je vais dire, ça c'est de mémoire, on a ici à peu près 0,94 grammes par centimètre cube. Ça veut dire que puisque l'eau a une expansion lorsqu'elle devient solide, pour le même volume, on a une masse qui descend. Ça veut dire que c'est plus léger que l'eau. Et donc, la conséquence lorsque les lacs vont geler, c'est que la surface va devenir solide.
ça va flotter. Et il y a deux choses intéressantes ici. Premièrement, ça permet de pouvoir avoir un endroit qui est sécuritaire. Il y a des personnes qui pêchent sur la glace, mais en même temps, ça permet de garder une température sous la glace à une certaine température où ça ne gèle pas, surtout lorsqu'il y a une certaine profondeur. Ça veut dire que durant l'hiver, on peut se retrouver avec des organismes qui peuvent vivre ici, parce que la glace agit comme un petit isolant et isole de la froideur. Donc, c'est fantastique comme ceci. Et ça, c'est un exemple des propriétés physiques de la matière. L'autre exemple que je voulais mentionner, c'est que toute matière a une masse volumique qui est spécifique. Donc, par exemple, il y a des personnes qui peut-être se disent, je travaille dans un musée. Par exemple, prenons le Louvre, par exemple. On se retrouve avec des artefacts qui datent depuis plusieurs années. On a, par exemple, le cuivre, on a l'aluminium, comme ceci. On peut avoir de l'or. L'aluminium est plutôt moderne, mais tout de même. Et il peut y avoir le bronze aussi. Donc, on a ici des artefacts. Et vous savez comme moi que lorsqu'un objet devient plus vieux, il va s'oxyder. Donc, l'extérieur change de couleur et on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à la surface, ça peut être difficile de voir qu'est-ce que c'est. Par contre, la masse volumique peut nous aider. Donc, voyons voir si je peux faire ici quelques exemples. Je vais mesurer la masse volumique ici. La masse volumique, comme ceci, de métaux. Donc, voyons voir. Alors, moi, je vais à l'Université Laval à 20 degrés. Donc, si on prend l'or, c'est 19,3 grammes par centimètre cube. Si nous avons le cuivre, c'est 8,96. 8,96 grammes par centimètre cube. Si nous avons l'aluminium, c'est entre 2,7 et 2,9. Et ici, si on prend un bronze ici, alors voilà. Est-ce que je peux trouver ça ici? Ça, c'est quelques matériaux. Alors, je n'ai pas le bronze, c'est fantastique. Sur ma liste ici, voyons voir. Je continue ma recherche et je couperai cette section lorsque j'éditerai mes vidéos. Alors, merci de votre patience. Et je sais qu'il y a ici un chiffre alphabétique, il y a une question pour nous et j'ai hâte d'y répondre. Et on a ici 8,7 pour le laiton. Donc, 8,7 grammes par centimètre cube. Voilà. Donc, chose à considérer, si on prend le fait qu'il y a différentes masses volumiques, donc on peut se dire que, OK, dépendant de la date que ça a été trouvé, dépendant de la date que ça a été créé, on peut savoir est-ce que le cuivre et le bronze, donc le cuivre est beaucoup plus souple et pas aussi rigide que le bronze, donc on peut utiliser des propriétés qui sont physiques parce qu'on ne peut pas en aucune façon, même si on a les yeux bandés, de voir si on a de l'aluminium et de l'or. La masse volumique est totalement différente. Donc, dans un musée, on ne prendra pas, par exemple, un petit morceau de métal pour essayer de dégratigner une œuvre d'art qui est inestimable. Ce qu'on va faire, on peut utiliser des propriétés physiques, la conductivité. On peut utiliser, est-ce que c'est malléable un petit peu, est-ce qu'on peut changer la forme, et ceci est assez pour découvrir la composition de ces œuvres d'art. Donc la masse volumique ici est importante, et il y a même une petite formule, aussi bien parler de la formule ici de la masse volumique. La masse volumique, il y a une formule à faire. On peut utiliser une balance électronique pour trouver la masse. On peut utiliser les règles ou un genre de contenant d'eau pour mesurer le volume de notre objet. Et lorsqu'on divise les deux, on se retrouve avec la masse volumique. Donc, ce sont tous des choses qui fonctionnent très bien.
Donc, lorsqu'on parle d'une propriété chimique de la matière, il faut se dire que ce sont des propriétés qui peuvent être mesurées, qui peuvent être aussi observées. Mais lorsque ceux-ci sont observés et mesurés, on se retrouve avec un changement de chimie, un changement de matière qui existe. Et je vais donner quelques exemples dans un instant. Il y a un changement de composition totale, il y a de nouvelles matières qui sont créées, donc il y en a plusieurs, et bien sûr, c'est irréversible. Donc, voyons voir si on peut trouver quelques exemples ici. On va comparer en premier le fait qu'une propriété chimique, il y a un changement de composition, changement de matière. À l'opposé, nous avons les propriétés qui sont physiques. Lorsqu'on prend l'eau, l'eau a plusieurs propriétés qui sont physiques. Par exemple, on peut prendre de l'eau liquide qu'on peut geler pour obtenir de la glace solide, et cette glace peut être fondue pour obtenir de l'eau. Cette eau euh, peut être réchauffée pour obtenir de la vapeur, et si vous êtes comme moi au Canada, on a ici durant l'hiver de la glace qui, même s'il fait moins 10 degrés à l'extérieur, finit par rétrécir parce que la glace va directement à la vapeur. Ici, on a 3 états de la même matière. Ces 3 états sont toujours de l'eau. On a des observations différentes et toute cette information, tous ces changements sont réversibles. Voyons voir. Réversibles. Et puisqu'ils sont réversibles, la composition chimique ne change pas du tout. Maintenant, retournons à notre idée d'avoir une propriété qui est chimique. La combustion, qu'est-ce que c'est? On a un gaz ou par exemple un combustible fossile. Ça ici, c'est du méthane. Lorsque le méthane, il y a une étincelle en présence de l'oxygène, celui-ci va brûler. Donc, comme de l'essence par exemple, du diesel, ça peut être du charbon de bois. Ils ont tous le même principe. La combustion font que ce combustible fossile et l'oxygène vont brûler et les déchets seront l'eau, le dioxyde de carbone et bien sûr de l'énergie. Et on utilise l'énergie pour faire fonctionner les voitures, chauffer les maisons et ainsi de suite. La combustion est une propriété, propriété chimique de la matière où il y a ici une transformation complète de la matière. Ça ici, nous avons 2 gaz et ces 2 gaz créent 2 gaz complètement différents. Et donc ici, on a un changement de composition, une nouvelle matière et c'est aussi irréversible. Un autre exemple que l'on peut faire, c'est par exemple le fer qui va rouiller. Vous savez comme moi que si nous avons un bâtiment qui est fait de fer, nous avons un vélo par exemple, des clous, un chemin de fer. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a le fer et qu'il y a de l'oxygène qui est présent et qu'il y a de l'humidité, parce que c'est intéressant parce que l'eau agit comme catalyste, on finit avec les années, les décennies, à se retrouver avec ce qu'on appelle de la rouille. Donc, je peux bien l'écrire ici. Qu'est-ce que c'est la rouille? La rouille, c'est le fer qui est avec l'oxygène et ensemble, ils vont faire une nouvelle substance. Quelquefois, il peut arriver qu'il y ait un autre type de fer, c'est comme ceci. Mais en gros, l'oxygène est allé avec le fer pour faire une nouvelle substance. Ici, on a un solide qui est souvent gris, un gaz que nous inspirons et expirons. Ensemble, vont former la rouille et on se retrouve avec ce solide qui est orange, qui est brunâtre orangé, qui avec le temps finit par se briser. Et vous avez déjà peut-être vu des vieilles voitures qui avec le temps, tout finit par se briser et la voiture ou l'équipement devient inutilisable. On a ici un changement de composition, de nouvelles matières et c'est irréversible. Voyons voir. Un autre qui peut arriver, c'est la réaction avec l'acide. Qu'est-ce que c'est ici cette idée de réaction à l'acide? Moi, je parlais ici, je vis en Ontario et je vis près du lac Ontario. Chose intéressante, le lac n'est pas acide du tout. Même si je vis près de Toronto, il y a beaucoup de pollution et quelquefois on se retrouve avec des pluies qui sont beaucoup plus acides.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les roches qui sont autour de la ville sont des roches qui sont faites de calcaire. Et ça ici, c'est une roche qui, lorsqu'elle est en présence de l'acide, va avoir une réaction chimique. Donc, la réaction à l'acide, qu'est-ce que c'est? C'est que nous avons ici, alors ça ici, c'est un acide chlorhydrique ou un acide qui est dans l'environnement, qui entre en contact avec cette roche qui est le carbonate de calcium. Et lorsqu'on a les deux ici, un liquide et ce solide, on se retrouve avec de nouvelles substances. Alors, il y a de l'eau qui est créée. Le chlorure de calcium est un sel. Il y a un petit peu de CO2. Donc ça veut dire que ce liquide et ce solide, lorsqu'ils sont mis en contact, vont créer de l'eau, un sel qui va se dissoudre dans l'eau et un petit peu de gaz. On a ici un changement total de composition. On a de nouvelles matières, c'est irréversible, nous avons une propriété chimique. Donc l'idée d'avoir une propriété chimique, c'est qu'il y a un changement complet de composition. Voyons voir si je peux trouver un autre exemple. Voilà. Si on prend, par exemple, j'aime bien donner l'exemple du corps humain en ce qui concerne les changements physiques. Donc, une propriété physique de notre corps, c'est lorsque nous mangeons de la nourriture, cette nourriture va être mastiquée, donc il y a un changement qui est mécanique. C'est une propriété physique de la matière. On brise les morceaux de nourriture en plus petits. La salive commence à entrer en contact avec la nourriture, il y a une digestion de la nourriture. On va dans l'estomac, avec l'acide de l'estomac, il y a une digestion. Donc moi, je peux dire en chimie, c'est une réaction à l'acide, mais dans notre corps, on appelle ça la digestion. Lorsque ceci arrive, il y a un changement chimique de la nourriture. Et cette nourriture finit par aller dans le duodénum, dans le petit intestin, dans le gros intestin et éventuellement, il y a ici des échanges de minéraux, de vitamines et d'eau dans notre corps. Et devinez quoi, nous avons aussi des déchets. On a des déchets qui sont liquides, l'urine, et on a des déchets qui sont solides, bien sûr, et on a même des déchets qui sont gazeux. Mais si on prend les déchets liquides, solides et gazeux que nous produisons, c'est complètement différent que la nourriture qu'on mange ici. Il y a un changement de couleur, changement d'odeur, changement de toutes sortes de choses. Il y a ici, lorsqu'on a la digestion, on a des changements de composition, des nouvelles substances créées, et c'est irréversible. Donc, ça, c'est un exemple qui parle ici de propriétés chimiques et qui sont ici remarquées avec les réactions chimiques. Deux autres mots qu'il y a ici dans le livre, c'est la stabilité. Donc, bien sûr, la stabilité, ça montre qu'il y a certaines propriétés de la chimie qui permettent d'avoir une certaine stabilité. Voilà, voir. J'ai ici un petit café à chaque matin. On a ici une propriété de, ici la porcelaine, ma tasse, qui ne se mélange pas avec le café à l'intérieur. J'ai ici la presse française. On peut voir que le liquide n'entre pas en contact avec le verre. C'est une propriété chimique ici du verre et du café. Le fait qu'il y a une stabilité qui n'est pas affectée avec son environnement. Ça, c'est une propriété qui est chimique. Sinon, alors celle-ci a une stabilité dans l'environnement. À l'opposé, on peut avoir ce qu'on appelle la toxicité. La toxicité, c'est lorsqu'on a une substance qui va dans le corps humain ou un organisme vivant et cela change la chimie à l'intérieur du corps. Donc, par exemple, quelques personnes peuvent avoir un maux de tête et puis vont prendre un comprimé et le mal de tête va partir. Ça, c'est une réaction chimique, une propriété chimique du médicament pour aider notre mal de tête. Par contre, si on prend de l'alcool, par exemple, l'alcool est toxique pour notre corps. Il est toxique parce qu'il affecte notre système nerveux. C'est une réaction chimique à l'intérieur de notre corps qu'il y a ici et que ça affecte la chimie de notre système nerveux. Il peut y avoir aussi, voyons voir,
Si on pense à un pesticide, par exemple, on utilise un produit chimique pour éliminer certains insectes. Il y a certains herbicides pour éliminer certaines plantes. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des propriétés chimiques. Parce qu'il y a une interaction, il y a de nouvelles substances qui sont créées. Et à la fin, on a des plantes, des organismes, ou même nous, qui pouvons être affectés. Et ça, c'est ce qu'est des propriétés chimiques de la matière. L'évolution de la structure. Lorsque l'on pense à notre monde, nous avons de la matière. Donc, je vais prendre quelque chose. Alors, ça ici, j'ai ça dans la cuisine. Alors, si nous avons un morceau de plastique comme ceci, nous avons de la matière. Mais si nous sommes pour le couper à moitié comme cela, il nous reste 50%. 50%. Si on le met plus petit, il reste 25%. Plus petit, il reste 12,5%. Donc, on peut diviser cette matière de plus en plus petite. Mais éventuellement, il arrive un moment où on ne peut plus diviser cette matière en ce qui concerne le plastique. Ça veut dire qu'il doit y avoir à quelque part des particules qui existent et qui ne peuvent pas être divisées. Ça, ce sont des molécules de plastique. Donc, on a des molécules de plastique. Si nous avons, par exemple, le fer, j'avais un morceau de fer ce matin. Donc ici, j'ai un clip. Si on prend cet objet ici qui est fait de fer et qu'on en divise en deux, divise en deux, divise en deux, éventuellement, on se retrouve avec une particule de fer qui existe. Si nous avons des boucles d'oreilles qui sont, disons, non pas des boucles d'oreilles, nous avons par exemple une pièce en or, parce qu'il y a des personnes qui aiment ça des fois. Pensons aux pirates de l'année passée, les rois, les reines, ou ainsi de suite. On a une pièce d'or, si on la divise en deux, éventuellement on se retrouve avec une particule d'or. Donc, l'idée ici, c'est qu'il y a un modèle sur comment est-ce que nous avons la matière autour de nous. Dalton. C'est à peu près dans les années 1800, un petit peu plus. Et lui, c'est son idée, c'est qu'à quelque part, la matière devrait être des petites particules. Ça semble logique. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs philosophies qui viennent de l'Asie du Sud, plusieurs philosophies qui viennent de l'Europe, Europe ancienne, les philosophes grecs comme Démocrite. Il y a même, si on prend les Premières Nations en Amérique du Nord ou à travers le monde, il y a toujours cette idée comment est-ce qu'on définit la matière. Mais aujourd'hui, on a Dalton qui est le premier ici. Lorsqu'on parle du livre, c'est européen, donc bien sûr c'est eurocentrique, mais tout de même, il a sa façon de pouvoir discuter qu'est-ce qu'il en est. Alors Dalton, il a dit que si on a des particules, il doit y avoir des particules, par exemple, de bois, des particules d'eau, et ici, particules de métal, donc celui-ci pourrait être le fer, et celui-ci pourrait être le cuivre. OK. Donc, on a des particules, donc chaque matière a leur propre particules. Donc, ça, c'est une façon de faire des choses, mais c'est un point de référence pour les autres scientifiques. Il a aussi créé la théorie particulière de Dalton. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Il a dit, toute matière est composée de minuscules particules qu'on nomme atomes. Donc ici, on a déjà le premier mot qui est utile. Donc, dans son idée, il y a des atomes de bois, atomes d'eau, atomes de fer et atomes de cuivre. Il dit aussi, on ne peut pas créer ou détruire ou séparer un atome. Donc, dans son idée, c'est que si on arrive à la plus petite particule possible qui peut exister d'une matière, on ne peut pas diviser éventuellement avoir rien. Parce que la matière existe, on doit considérer qu'on ne peut pas le diviser à l'infini. Donc, nos atomes sont les plus petites particules. Troisièmement, tous les atomes de même élément sont faits de masse identique, de taille identique. Les atomes d'un élément qui sont différents ont différentes tailles et différentes propriétés. Alors, c'est pour ça ici que j'ai fait ici 4 particules différentes selon le modèle de Dalton. Et il dit, quand les atomes de différents éléments se lient, alors, différents atomes de divers éléments se lient en proportion définie, cela
créer des composés. Donc, ça, c'est l'autre mot important. Et la raison pourquoi, c'est qu'on connaissait déjà qu'il y avait l'électricité. On savait qu'il y avait, par exemple, le métal qui, lorsqu'il est dans l'atmosphère, avec l'humidité, ce métal peut rouiller. Donc, dans son idée, c'est qu'il y a ici des atomes qui peuvent s'associer avec d'autres atomes pour faire de nouvelles matières. Ceux-ci sont des composés, c'est plusieurs regroupements d'atomes ensemble. Et ça, c'est notre première idée de la matière. Maintenant, on doit continuer parce qu'après un certain temps, est-ce qu'il y a un T ici? Non. Dans les années 1800 aussi, Thomson a fait des expériences avec des tubes cathodiques. Donc ça, c'est des tubes dans lesquels il y avait on envoyait des rayons de particules et c'était intéressant, un peu comme, vous savez, lorsqu'on a des néons près d'une fenêtre de magasin. Alors c'est en bleu, en rouge, donc il savait que lorsqu'il y a un gaz qui est sous vide et qu'on met de l'énergie, il y a des particules qui sont créées, bien sûr, et ça fait de la lumière. Et ça, c'est excitant. Le début de l'électricité, bien sûr. On avait nos petits faisceaux, nos petits faisceaux qui étaient ici. Et ce qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'il mettait des aimants, donc, alors c'est un peu simplifié, mais ça explique quand même bien qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'il y avait des aimants, on pourrait même dire des électroaimants, lorsque ces faisceaux arrivaient près d'un aimant, qu'est-ce qui arrivait? C'est que ceux-ci changeaient de direction. Et il a remarqué aussi que lorsqu'il avait des faisceaux venant de différents types de gaz ou de matière, ils réagissaient de la même façon. Donc Thomson a dit, OK, il y a quelque chose qui arrive ici. Premièrement, Dalton a ces particules et une des caractéristiques, c'est que ceux-ci sont neutres. Alors Thomson a dit, à quelque part, il doit y avoir des charges qui sont négatives et positives parce qu'on connaissait l'électricité. On avait en tête que ce sont les électrons qui se promènent. Donc, dans son idée, c'est qu'il y a des petites particules qu'on utilise en électricité qui sont des électrons qui existent. Donc, ils doivent être à quelque part. Alors, Thomson a trouvé cette idée que c'est comme un petit pain au raisin, c'était son idée. On peut passer des biscuits avec des brisures de chocolat. Donc, son idée, c'est que nous avons un objet qui est neutre. Donc, par exemple, une particule d'eau ou ici un atome de fer, c'est un petit peu mieux. Un atome de fer qui est neutre, mais à quelque part, tous ces petits points ici seraient des électrons, mais l'ensemble de ceux-ci, puisque c'est neutre, doit être positif. Donc ça veut dire qu'on a des particules neutres qui contiennent ces petites particules qui sont des électrons, parce qu'en électricité, on avait vu des choses, il fallait trouver une façon de les expliquer. On arrive maintenant à la prochaine personne qui s'appelle Rutherford. Rutherford, lui, a fait d'autres expériences intéressantes. Donc, mettons Rutherford ici. Alors, Rutherford, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des expériences avec des faisceaux aussi des faisceaux de particules, mais il a fait passer ces faisceaux à travers d'une petite feuille d'or. Donc, il avait une petite feuille d'or. Faisons un dessin pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Comme ceci. Donc, dans ce temps-là, on savait qu'on pouvait avoir des fines couches d'or. On les utilisait, par exemple, pour recouvrir des statues, par exemple, dans certains bâtiments religieux ou les pièces d'art, les peintres et ainsi de suite. Et ce qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'il envoyait un faisceau sur cette feuille d'or, son idée, c'était que si c'est fait de particules, il n'y a rien qui devrait passer. Par contre, il a remarqué que il y avait
la plupart qui passaient, donc ici, la plupart des faisceaux de particules passaient. Par contre, il arrivait quelquefois qu'il y avait des particules qui se retrouvaient, qui changeaient de direction. Vous pouvez remarquer que quelquefois, il y a des petites particules qui revenaient derrière. Il a remarqué quelquefois que lorsque ça passait ici, oh, donc à quelque part, il a remarqué qu'il y a dans les atomes ici, dans ces particules, cette idée de Dalton et Thomson, c'est comme s'il y avait beaucoup d'espace vide, parce que presque tous les faisceaux ici vont traverser, même si nous avons ici une petite feuille d'or qui est solide. Par contre, il y a des ricochets ici. Donc, dans son idée, il s'est dit, OK, la seule façon de pouvoir faire ceci, c'est de pouvoir dire, OK, on a nos particules, dans le centre, il doit y avoir un noyau qui est dense, comme ceci, et ce noyau dense est où est la majorité de la masse, assez pour pouvoir faire un ricochet. Par contre, nous avons aussi des électrons, et les électrons doivent être éparpillés autour du noyau. Et on le sait parce que le noyau qui est dense sera positif, comme ceci, et nous avons des électrons qui sont négatifs, mais ensemble, nous devons avoir une particule neutre. N'oubliez pas que Thomson avait aussi parlé de ces particules neutres. Et nous avons aussi Dalton. Donc, tous ces scientifiques utilisaient les connaissances déjà acquises pour pouvoir passer au niveau suivant. Maintenant, Rutherford ici, alors voyons voir si on peut voir le temps. On a Dalton ici, qui est allé à Thomson, qui est allé à Rutherford. Maintenant, un prochain. Rutherford avait un élève qui travaillait avec lui, donc ils étaient à l'université bien sûr, et Bohr a dit, OK, Rutherford dans son expérience, c'est fantastique. Par contre, il a commencé à faire des expériences un peu différentes. Il a remarqué que les électrons, quelquefois, ont des propriétés intéressantes. Alors, voyons voir ce que Bohr a fait. Il s'est dit, nous avons des particules qui sont comme cela. La majorité de la masse est dans le noyau. Par contre, il a remarqué que lorsqu'il envoyait une énergie vers ceux-ci, qu'est-ce qui arrivait? C'est que l'énergie était absorbée par l'atome. Donc, je vais donner un exemple. Si nous avons un électron qui est ici, l'énergie était absorbée et donc l'électron avait plus d'énergie, il bougeait plus. Il se retrouvait à un niveau qui était supérieur dans l'atome. Donc, l'énergie était absorbée. Mais il a aussi remarqué qu'après un certain temps, cet électron revenait à sa place initiale et qu'après un certain temps, l'atome émettait de l'énergie. Et souvent, l'énergie pouvait être différente. Donc, il s'est demandé, OK, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors, je vais vous donner une analogie. Vous savez, quelquefois, nous achetons ces petites choses. Voyons voir si je peux trouver une photo. Donc, si on regarde cette image ici, ça, c'est un exemple de phosphorescence. Vous avez sûrement déjà vu quelque chose comme ça. Vous avez un petit objet, on les colle sur les murs. Quelquefois, la lumière de la chambre est allumée. Ils absorbent la lumière et aussitôt qu'on ferme la lumière, il y a cette petite lueur qui est verdâtre qui vient vers nous. On peut faire des petites planètes, des petits oiseaux, des petits points. Mais c'est intéressant parce que il n'y a plus de lumière, mais ces objets émettent de la lumière. Et si on attend quelques heures, à ce moment-là, ceux-ci n'ont plus cette lueur verte. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces objets, lorsque la lumière est allumée, vont absorber l'énergie de la lumière et donc l'énergie est accumulée à l'intérieur des électrons, par exemple, et donc, aussitôt qu'on ferme la lumière, ces électrons sont encore excités, mais puisqu'il n'y a plus de lumière pour les garder excités, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent à leur niveau
qui sont plus calmes et vont émettre une lumière qui est verdâtre. Et donc, ceci se passe pendant quelques heures. Éventuellement, tous les atomes ont repris leur énergie initiale. Alors, l'idée de Bohr ici, il a dit, OK, Rutherford, c'est excellent, noyau électron tour. Moi, ce que je vais faire, c'est que autour du noyau, il y a des endroits spécifiques où nous avons les électrons. Et on appelle ceux-ci des orbites. Et nous allons parler des orbites et la structure de l'atome dans le prochain vidéo. Mais avant de passer au prochain vidéo, ce qui est intéressant, c'est que il y a une autre personne qui a parlé du fait que, OK, nous avons les électrons qui sont négatifs. Donc, voyons voir si on peut écrire le vocabulaire de cette section. Nous avons les électrons et électrons qui sont négatifs comme ceci. Nous avons aussi un endroit dans le centre, dans le noyau, où c'est très dense et c'est positif. Donc, nous avons ici les protons. Les protons, ce sont ces petites particules qui sont positives. Maintenant, il y a une autre personne qu'on parle dans le livre et son nom c'est, alors ici, c'est Chadwick. Alors, Chadwick a fait ses expériences. Et ce que Chadwick a remarqué, c'est que nous avons des particules comme ceci qui ont des propriétés semblables, qui ont le même nombre de protons. C'est fantastique, mais quelque part, leur masse volumique, leur densité est différente. Alors, Chadwick est la personne qui a mis la théorie, et c'est accepté maintenant, qu'il y a ce qu'on appelle des neutrons qui existent, qui est un autre type de particules. Les neutrons, voyons voir, les neutrons. Les neutrons sont neutres, c'est une particule, et ces particules existent, ont une masse, mais ne réagissent pas avec leur environnement. Et donc, ces trois personnes ont créé cette idée de trois sous-particules. En passant, si nous avons deux atomes de cuivre qui ont des masses différentes parce qu'ils ont des neutrons différents, un autre mot qui est possible, c'est isotope. Isotope. Deux isotopes de cuivre, ce sont deux particules qui sont identiques, point de vue propriétés physiques et chimiques. Par contre, leur masse est différente. La masse des particules, la masse des atomes. Et ça, c'est intéressant et ça va faire partie des discussions que nous allons avoir dans la prochaine vidéo. Alors, sur ce, nous avons ici l'histoire qui parle de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ici, et Chadwick avec les neutrons. Et ça fait pas longtemps, c'est dans les années 1940. Ça fait moins de 100 ans, ça fait peut-être 70 ans ou 70-80 ans. Ça ne fait pas longtemps. Donc, les sciences évoluent toujours. La structure de l'atome. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons parlé qu'il y a une histoire, l'historique derrière cette idée de la conception de la structure de l'atome. Et je vais mettre une carte ici lorsque je vais éditer la vidéo pour que vous puissiez voir. Maintenant, comment est-ce que l'on peut faire pour visualiser la structure? Alors, je vais vous montrer ici le tableau périodique comme cela. Voyons voir si on peut le mettre pour bien le voir. Ça serait très bien. Excellent. Le tableau périodique ici est organisé pour nous aider. Nous allons en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais avant de regarder l'ensemble du tableau, je veux regarder quelles sont les informations qui sont données pour chacun des éléments. Donc, si nous avons ici le tableau périodique, le premier élément, c'est l'hydrogène. Maintenant, si on regarde l'information que nous avons ici un petit 1 dans le coin en haut à gauche. Et si on remarque ce numéro ici, 1, deuxième élément A, numéro 2, troisième élément, numéro 3, 4, 5 et 6. Donc, chaque élément a leur propre numéro. Et ce numéro, on appelle ça le numéro atomique. Et le numéro atomique représente le nombre de protons. Donc, faisons par exemple le lithium ici. Et puis, l'autre donnée que nous avons pour le lithium, c'est qu'il y a ici un autre nombre qui est 6,9,
Je vais l'arrondir à 7. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle la masse atomique. Donc, si on retourne ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lithium avec un numéro atomique de 3. Nous avons ici une masse atomique. Comme ceci. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le symbole chimique. Maintenant, ces informations peuvent nous aider parce que le numéro atomique nous donne le nombre de protons dans cet atome. Le numéro de protons, comme ceci. Et puis, lorsqu'on a la masse atomique, ça ici, c'est la somme du nombre de protons plus le nombre de neutrons dans le noyau. Comme ceci. Maintenant, chose intéressante, nous avons ici la masse atomique. La masse atomique de certains atomes peuvent changer. Donc, un autre exemple que je pourrais avoir, ce serait 3 Li et 6. Si nous avons cet élément ici de lithium, où nous avons un numéro atomique de 3, mais ici une masse atomique de 6, ça veut dire que si nous regardons l'information du lithium du tableau périodique, puisque la masse atomique, c'est le nombre de protons et de neutrons, ça veut dire qu'on doit faire la soustraction. 7 moins 3 nous donne qu'il y a ici 3 protons. Et combien de neutrons qu'il y a? Il y a 4 neutrons comme ceci. 3 protons qui nous viennent de l'information du numéro atomique, 4 neutrons qui nous viennent ici de la masse atomique, 7 moins 3. Nous avons ici ce qu'on appelle un isotope, un autre isotope de lithium. Donc, un isotope. Un isotope, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un atome, mais l'atome ici peut avoir une différente masse atomique. Et voyons voir pourquoi. Si nous avons ici un numéro atomique de 3, nous avons ici, voyons voir, on va le faire en bleu pour rester consistant. Nous avons 3 protons. Ce qui est intéressant et important, c'est que le numéro atomique de tous les atomes de lithium dans tout l'univers ont toujours un numéro atomique de 3 et 3 protons. Ça, c'est l'identité de l'élément. Maintenant, la masse atomique, elle, c'est le nombre de protons et de neutrons. Ça veut dire que s'il y a une masse atomique de 6, ça veut dire qu'il y a seulement 3 neutrons ici. Donc, on a du lithium, parce qu'il y a 3 protons, on a du lithium, parce qu'il y a 3 protons, le numéro atomique nous l'indique. Mais puisque la masse est différente, dans le lithium 7 ici, nous avons 4 neutrons, tandis que lorsqu'on a un lithium ici avec une masse atomique de 6, nous avons seulement 3 neutrons. Donc, on a ici le même type de matière, mais on a ici des masses atomiques différentes. En ayant des masses atomiques différentes, il peut y avoir donc une densité un peu différente, et on les appelle ici, ça c'est un isotope de lithium, et ça c'est un autre isotope de lithium. C'est la même substance, par contre la masse est un peu différente. Et plus vous continuez en sciences, plus que vous allez remarquer que quelquefois, on peut utiliser différents isotopes pour faire différents types de recherches scientifiques. Si on prend l'uranium, par exemple, il y a un isotope d'uranium qui est stable, tandis qu'il y a un isotope d'uranium qui est instable, qu'on utilise dans la fission nucléaire et donc l'énergie nucléaire. Donc, c'est intéressant de voir la différence ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information et les diagrammes de Rutherford? Voyons voir. Tiens, je vais le faire juste un petit peu plus loin. Si on fait un diagramme de Rutherford, qu'est-ce qu'on a besoin? On utilise dans le centre le nombre de protons, comme ceci. Et moi, j'aime utiliser ici le nombre de neutrons. Ça nous dit quel est l'élément. Ça nous dit aussi quel est l'isotope avec la masse atomique. Maintenant, chose intéressante, lorsqu'on a nos électrons,
Nous avons appris avec Bohr-Rutherford et leur expérience qu'il y a des électrons qui sont à des endroits spécifiques autour du noyau, un peu comme cette idée d'un système solaire. Ce n'est pas exactement un système solaire parce qu'on est en 3 dimensions, mais ça nous donne une bonne idée. Un peu comme un autre exemple, peut-être mieux, les couches d'un oignon, par exemple. Nous avons notre noyau et beaucoup plus loin, nous avons les électrons ici. On peut en avoir seulement 2 sur le premier niveau. Et puisqu'on a 3 protons, on a donc 3 électrons. Le troisième électron va à l'extérieur ici et ça nous permet de pouvoir avoir une représentation ici. Et on a ici, le crayon ne fonctionne plus. On va voir. On a ici un diagramme de Bohr-Rutherford, comme ceci. Et c'est une représentation visuelle de cet atome de lithium, parce qu'il y a 3 protons, avec les 3 électrons qui sont autour. Donc ça, c'est la première partie ici, la structure. Voyons voir. On parle aussi dans le livre qu'il y a certaines masses. Donc si on a ici la masse d'un électron, si on dit que la masse d'un électron est une unité, la masse des protons et des neutrons sont un peu différentes. La masse d'un proton et la masse d'un proton comme ceci, d'un neutron. Donc, voyons voir. Moi, souvent, j'arrondis 1836 et 1837, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, lorsqu'on parle des atomes, on peut voir que si on considère que la masse d'un électron est une unité, on peut voir que les masses des protons et de neutrons sont presque 2000 fois plus grands que la masse d'un électron. Donc, si nous avons ici notre atome de lithium avec 3 protons et 4 neutrons, et si on prend, juste pour faire les calculs rapides, une masse approximative de 2000 masses d'électrons pour chacun, donc on aurait ici, dans le noyau, la masse de 4, voyons voir, on a 7 fois 2, 14 000 masses d'électrons. Et il y a 3 électrons qui les entourent. Donc ça nous donne un peu cette idée que presque la totalité de la masse se trouve à l'intérieur ici. Et ça confirme bien sûr l'expérience de Rutherford lorsqu'il a remarqué que la majorité de la masse se retrouve dans le noyau. Faisons maintenant un autre dessin de Bohr-Rutherford diagram de l'atome de calcium et après on va passer à une question de l'audience. Voyons voir où en sommes-nous. Donc on va prendre le calcium parce que je vais prendre le numéro 20. Lorsqu'on fait des cours de chimie ici en Ontario, alors 9e et 10e année, alors on a 14-15 ans, on utilise beaucoup les 20 premiers atomes parce que ça suit souvent le même type de patron. Wow. Alors, je vais prendre le calcium. Le calcium, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme ceci, un numéro atomique de 20 et on a ici une masse atomique de 40. 20, 40, comme ceci. Puisque le numéro atomique est 20, nous avons ici, allez, on peut faire ça un petit peu mieux. On a 20 protons. S'il y a 20 protons positifs, ça veut dire qu'il y a aussi 20 électrons. Et moi, si je veux savoir le nombre de neutrons, je vais prendre la masse atomique de 40 moins le nombre atomique qui est 20. Donc, 40 moins 20 va nous donner 20 neutrons comme cela. Donc, si je veux faire maintenant, je vais montrer que ce soit un petit peu plus facile. Voilà. Donc, j'ai le calcium ici avec le numéro atomique 20, masse atomique 40, on a 20 protons, 20 électrons et 20 neutrons. Faisons notre diagramme de Bohr-Rutherford maintenant. Nous savons qu'il y a 20 protons et 20 neutrons. Cette info va dans le noyau.
20 protons et 20 neutrons, comme cela. Je sais qu'il y a des personnes qui, quelquefois, vont dire, ils vont mettre le symbole de Ca dans le centre de leur diagramme Rutherford. Moi, je préfère mettre le nombre de protons et de neutrons parce que ça nous aide à savoir quel est l'isotope que nous avons. OK. Puisque nous avons 20 protons, nous avons aussi 20 électrons. Et chose intéressante, nous allons mettre 2 électrons maximum sur le premier niveau. Sur le deuxième niveau ici, on peut en mettre un maximum de 8. Alors, voyons voir ce que nous avons. Nous avons ici, alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous en avons besoin de 20, mais j'en ai seulement 10 et un maximum de 8 sur le deuxième niveau. Ça veut dire qu'on doit faire un autre niveau d'énergie. Donc, j'en ai 10. On est rendu à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Le deuxième niveau a aussi un maximum de 8 électrons. Ça veut dire qu'on va sur le suivant et nous allons avoir 1 et 2 électrons seuls sur le dernier niveau d'énergie. Donc, ça, c'est une représentation, donc un diagramme de Rutherford du calcium. Ici, il y a 20 protons, 20 neutrons et les 20 électrons qui sont autour. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais parler comment est-ce qu'on peut se rappeler qu'il y a seulement 2 électrons sur le premier niveau, 8 sur le deuxième, 8 sur le troisième. Quelquefois, on peut oublier. Par contre, on peut utiliser le tableau périodique pour nous aider. Donc, si on regarde le tableau périodique ici, on remarque que sur la première rangée, donc la première rangée, on appelle ça la première période, nous avons 2 éléments. Donc, là, le tableau périodique est organisé avec 2 éléments sur la première rangée pour nous rappeler qu'il y a 2 électrons sur le premier niveau d'énergie. Si on prend la deuxième rangée, la deuxième période, regardons voir. On a le lithium, beryllium, bore, carbone, on a ici l'azote, l'oxygène, fluor et néon. Tiens. Sur la deuxième rangée, il y a 8 atomes ou 8 éléments différents qui sont inclus. Ça, c'est pour nous rappeler qu'il y a 8 électrons sur le deuxième niveau d'énergie. Le troisième niveau d'énergie, nous avons ici le sodium, magnésium, aluminium, silice, phosphore, donc silicium, phosphore, soufre, chlore et argon. Là aussi, sur la troisième rangée, on a ici 8 éléments. Et si on regarde sur notre... Ici, nous avons 2 électrons sur le premier niveau, première rangée, 8 sur le deuxième niveau, la deuxième rangée, 8 sur la troisième rangée, ici, parce qu'on a 8 éléments sur la troisième rangée du tableau périodique et on en a 2 à l'extérieur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on retourne ici, vous pouvez voir que le calcium est ici et donc la deuxième colonne. Donc, on va voir dans la prochaine section ou la prochaine vidéo comment est-ce que le tableau périodique peut nous montrer que le calcium ici a 2 électrons sur le dernier niveau parce qu'il est sur la deuxième colonne. Combien de niveaux d'énergie qu'il y a, combien de couches? Comptons les périodes, comptons les rangées. 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4 niveaux d'énergie avec 2 électrons sur le dernier niveau. Si on regarde ici avec le lithium a 3 électrons. Il y aura 1 électron, 2 électrons sur le premier niveau. Et ici, pour le lithium, il y aura 1 électron seul sur le dernier niveau. Et chose intéressante, il est seul sur sa première colonne. Donc, si on regarde ici notre dessin de tout à l'heure, nous avons notre lithium, 2 électrons sur le premier niveau et 1 seul sur le dernier niveau. Et ça va nous aider parce que le tableau périodique est organisé justement pour avoir une bonne compréhension sur la structure qui est de l'atome
Et ça va nous permettre de nous aider à savoir lesquels vont s'agencer ensemble pour faire de nouvelles substances. Et ça, c'est la beauté de la chimie. Alors, bienvenue. Nous allons faire la section 6.1 ici dans le livre Carrefour des sciences. C'est la section qui s'appelle les composés ioniques. Lorsque l'on parle de composés ioniques, l'important ici, c'est de se rappeler qu'on a toujours deux types d'atomes à considérer. Un composé ionique a un métal ou quelques atomes de métal, et il y a ici aussi des non-métaux. Voyons voir comment est-ce que ceci fonctionne. Donc, avant tout, moi, je vais prendre par exemple le sodium. On parle souvent du sodium lorsqu'on parle de chimie. Et on va parler de chlore, parce que lorsqu'on met le sodium et le chlore ensemble, nous avons ce qu'on appelle le chlorure de sodium, et donc ici, c'est le sel de table. Donc, voyons voir comment est-ce que ceci fonctionne. Donc, lorsque nous avons le sodium ici, on a un numéro atomique, un numéro atomique de 11 et une masse atomique de 23. Pour le chlore ici, nous avons un numéro atomique de 17 et un numéro et une masse atomique de 35. Je le mets à 35 ici. Sur le tableau périodique, ça donne 35,45, mais j'ai arrondi ici. Alors, voyons voir. Nous allons faire des diagrammes de Bohr-Rutherford ce matin. Donc, ici, on a 11 protons, 12 neutrons. Donc, ici, on fait des diagrammes de Bohr-Rutherford. On en a fait dans le passé. En faisant ceci, ça nous rappelle comment est-ce qu'on peut visualiser comment un atome est. Ça ici, c'est une représentation de Bohr-Rutherford d'un atome de sodium. Faisons la même chose avec le chlore. Tiens, je vais changer de couleur. Donc, je vais compter. Donc, on est rendu maintenant à 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Très bien. Alors, lorsque nous avons des atomes, chose intéressante, les atomes veulent deux choses dans leur vie. Et ces deux choses sont les suivantes. Ah, on a le même nombre de protons que le nombre d'électrons. On a utilisé ça souvent ici, surtout lorsqu'on veut savoir si nous avons 11 protons dans le noyau, il y a 11 électrons à l'extérieur. Mais il y a une deuxième chose aussi qui est intéressante, et cette deuxième chose ici, c'est que le dernier niveau d'énergie, l'endroit où il y a les électrons le plus éloignés du noyau, on veut avoir ce niveau d'énergie plein. Donc ici, on va dire le dernier niveau d'énergie plein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un dernier niveau d'énergie plein? Alors, voyons voir l'exemple ici avec notre sodium et notre chlore. Si on a notre sodium ici, nous remarquons qu'on a 11 protons et 11 électrons. Ça veut dire que la première condition, elle est satisfaite. Il y a le même nombre de protons que d'électrons. Maintenant, nous passons à la partie suivante où le dernier niveau d'énergie est plein. Et si on regarde le dernier niveau d'énergie, donc l'endroit extérieur où il y a les derniers électrons, on remarque qu'il y a un électron sur le dernier niveau d'énergie. Pour le chlore, 17 protons et 17 électrons, notre première condition est satisfaite. Maintenant, regardons le deuxième. Nous avons ici 7 électrons sur le dernier niveau. Et ici, on peut en mettre jusqu'à 8. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le chlore, ici, on peut voir que l'atome est un peu plus petit parce qu'on a plus de protons qui attirent les électrons vers le centre. Nous avons ici un électron autour du sodium. Donc, celui-ci pourrait sûrement avoir jusqu'à 8 électrons sur son dernier niveau. La question, c'est à savoir qu'est-ce qui est le plus facile. Est-ce que c'est plus facile
d'ajouter cet électron, donc de trouver cet électron à quelque part, ou d'enlever cet électron extérieur de façon à ce qu'on puisse avoir le dernier niveau d'énergie ici. Alors, ce que le sodium va faire, c'est que de temps en temps, il va dire je suis prêt à laisser aller un électron pour que mon dernier niveau d'énergie soit plein pour passer à la deuxième condition. Mais aussitôt qu'on arrive à la deuxième condition, la première n'est plus satisfaite. Donc, le sodium va dire « Oh, j'ai besoin d'un électron. » Donc, il va trouver un autre électron à quelque part pour pouvoir avoir le même nombre de protons que d'électrons. Même chose ici avec le chlore. Afin de pouvoir avoir le dernier niveau d'énergie plein, est-ce plus facile d'avoir un électron supplémentaire ou d'éliminer 7 électrons? C'est beaucoup plus facile d'avoir un supplémentaire de façon à ce que le dernier niveau d'énergie soit plein ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on remarque les deux ici, nous avons un atome de sodium qui est prêt à donner un électron et on a un atome de chlore qui est prêt à recevoir des électrons. Donc, il y a des transferts d'électrons comme ceci. Et donc, on se retrouve avec ici, comme ceci, et l'électron est parti. Donc, momentanément, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'un atome de sodium va donner son électron, celui-ci va l'absorber. Et c'est pour ça qu'ils vont rester près l'un de l'autre. Alors, c'est un peu comme lorsqu'on parle d'argent. Donc, ça ici, c'est un petit 2 $ ici. Je ne sais pas si on peut avoir un zoom. C'est un peu difficile ici ce matin. Donc, ça, c'est un 2 $. Et chose intéressante, ceci appartient à la Banque du Canada. Donc, si moi, je vais acheter quelque chose, par exemple, un croissant, je vais donner le 2 $. La compagnie ou le café prend le 2 $, me donne le croissant. Il y a un transfert ici. Le 2 $ n'est plus le mien, il est maintenant à la compagnie. De la même façon qu'ici, on a un électron qui est maintenant transféré. Ce qui est intéressant avec le sel, et je vais vous montrer une petite structure intéressante, c'est puisque nous avons, on va voir Add to Stream, voilà. Puisque nous avons, alors ici, je vais dire que les sodiums sont les atomes qui sont verts, un peu plus grands que les atomes de chlore. Ils vont former un grillage comme ceci, parce que le sodium ici va donner un électron. Mais chose intéressante, le sodium ici qui a donné l'électron n'a pas besoin de revoir l'électron du même atome de chlore. Il peut l'avoir de ici, il peut aussi de l'avoir là. Donc, ça forme un système complexe de structure, mais lorsqu'on regarde ici, c'est assez simple lorsqu'on le regarde. Et puis, je suis allé faire un tour rapidement pour regarder. Si on regarde sous la loupe des grains de sel, on remarque que ce sont tous des petits cubes comme cela. Ce sont des petits cubes parce que, à l'origine, les atomes de chlore et de sodium vont s'arranger ici de façon à ce qu'ils puissent facilement se donner ou recevoir des électrons. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant avec les composés ioniques. Maintenant, ça, c'est pour le sel et le chlore. Aussitôt qu'on a un métal qui est prêt à donner des électrons, donc si on regarde ici, où est mon tableau périodique, comme cela. Donc, si on regarde le tableau périodique ici, on peut voir que tous les métaux qui sont ici, ainsi que les métaux de transition, peuvent donner des électrons. On le sait parce que lorsqu'on regarde à lorsqu'on regarde ici à notre atome de sodium, lorsqu'il donne un électron, il va devenir un ion. Il va devenir un ion de sodium avec une charge de +1. La raison, c'est qu'il y a ici 11 protons positifs et maintenant il y a seulement 10 électrons négatifs. Pour le chlore, qui a 17 protons, mais maintenant a un électron de plus, donc il a 18 électrons, on se retrouve avec un ion de chlore comme ceci. Donc, un atome, c'est une particule qui a le même nombre de protons que de neutrons. Un ion ici, c'est une particule qui a une charge parce qu'il y a ici un nombre différent de protons et d'électrons. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ici, les deux, avec leur charge, vont former
notre chlorure de sodium. Maintenant, la même chose arrive. Je vais donner un exemple supplémentaire. Si nous avons le magnésium est un métal. Et si nous regardons notre tableau périodique, le magnésium est ici sur la deuxième famille. Il y a 2 électrons sur le dernier niveau. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le magnésium aura une charge ionique de 2+. Si on prend l'oxygène qui est de l'autre côté ici, l'oxygène a ici 6 électrons sur le dernier niveau, donc aura 2 électrons de plus qui peuvent être accueillis. Nous allons avoir de l'oxygène qui aura 2 négatifs comme ceci. Et retournons à notre tableau ici. Donc, l'oxygène aura une charge de 2 négatifs. Chose intéressante, les 2 ici peuvent former un oxyde de magnésium comme ceci facilement. Maintenant, il faut garder en tête que si le magnésium ici va donner 2 électrons, il peut aussi s'agencer avec d'autres atomes ici. Le chlore ici peut accepter un électron, tandis que le magnésium peut lui donner 2 électrons. Donc, il y a de la matière qui a, par exemple, le chlorure de magnésium. Et le chlorure de magnésium ici est un composé ionique parce qu'il y a un métal et des non-métaux. Et ici, nous avons les électrons du dernier niveau d'énergie du magnésium qui va aller, puisqu'il y en a 2, à chacun des 2 chlores qu'il y a de disponibles ici. Et on a ici un chlorure de magnésium et ici on a un chlorure de sodium. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits indices ici qui nous disent combien d'atomes il y a dans chacune des molécules. Donc ça, c'est toujours intéressant à voir. Et bien sûr, lorsqu'on regarde dans le livre ici, on remarque que le sodium est un métal. Le chlore, lorsqu'il est à l'état naturel, il est avec lui-même. Cl2, c'est un gaz. Et lorsqu'on met le métal, qui est un métal gris, et un gaz, on obtient le chlorure de sodium. Et ici, on se retrouve avec une matière qui est blanche. Une matière qui a une nouvelle propriété, des nouvelles propriétés physiques et chimiques, parce que les conditions ou les caractéristiques des éléments initiaux sont totalement parties lorsqu'ils s'agencent avec un autre. C'est toujours intéressant. Très bien. Donc, voyons voir. Chose intéressante pour les composés ioniques, ceux-ci ont tendance à se dissoudre dans l'eau très facilement. Donc, si on prend ceci, je dis d'habitude parce que différents types de matières ont différentes caractéristiques, mais nous savons que le sel peut être dissous dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'eau, comme ceci, a une propriété intéressante, c'est que c'est fait d'un hydrogène, d'un oxygène et d'un hydrogène, comme ceci. Et il y a des électrons qui se promènent et quelquefois, on se retrouve avec une molécule ici qui, d'un côté, a tendance à être positif et l'autre côté a tendance à être négatif. Et lorsque ceci arrive, ils peuvent attirer des ions, soit de sodium ou de chlore, et c'est pour ça que lorsqu'on a un verre d'eau, par exemple, comme cela, nous allons avoir un mélange, une dissolution du sel dans l'eau et on se retrouve avec des ions spécifiques. Et chose intéressante avec cela, c'est puisqu'on a des ions et on sait que le sodium ici donne des électrons et que le chlore reçoit un électron et que de temps en temps ces ions veulent avoir leurs électrons, pensons un peu à l'électricité qui est bien sûr le transport des électrons. Donc lorsqu'on a un liquide qui contient un sel, celui-ci va devenir un peu plus conducteur, justement à cause de ce fait qu'on a des ions qui existent. Maintenant, ça ici, c'est quelque chose qui peut nous aider parce que nous savons que l'hiver, lorsque l'eau est gelée, nous avons de la glace. Mais lorsqu'on met du sel sur la glace, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sel va commencer à fondre. De la même façon, si on a de l'eau salée, cette eau va être des fois plus froide que 0 degré Celsius et sera toujours un liquide. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on peut utiliser le sel comme un moyen pour pouvoir
avoir de l'eau salée liquide, peut-être à des températures de moins 3 degrés Celsius, moins 5 degrés Celsius. Donc, d'une certaine façon, les propriétés ioniques du sel permettent de pouvoir faire fondre le sel et être plus en sécurité dans notre environnement. La difficulté, bien sûr, c'est que lorsque l'on met le sel durant l'hiver, surtout ici au Canada, la difficulté, c'est que rendu au printemps, lorsque la neige fond et on a des grandes pluies du printemps, tout ce sel qui a été mis sur les routes se retrouve dans les fossés, dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les lacs. Donc ça cause souvent des difficultés pour les micro-organismes. Surtout lorsqu'on parle des poissons, des grenouilles, surtout ceux qui ont des œufs, se retrouvent dans un environnement qui est salé. Et donc, c'est difficile pour, quelquefois, leur survie. C'est comme un choc salé qui arrive au printemps. Et bien sûr, lorsqu'on a de l'eau salée qui conduit l'électricité, un des désavantages, c'est que en conduisant l'électricité, celui-ci augmente les propriétés du métal, par exemple le fer, de changer de forme, et donc la rouille arrive plus rapidement. Donc c'est important, si on est à un endroit où il y a beaucoup de sel, de temps en temps, c'est important de nettoyer sa voiture, la carrosserie, le dessous de la voiture, pour minimiser la rapidité que le sel fait rouiller les métaux. Et ça fait partie, bien sûr, des défis lorsqu'on a des hivers et qu'on utilise du sel. On n'en parle pas dans le livre, mais quelque chose qu'on peut faire, c'est qu'au lieu d'utiliser du sel, on peut utiliser du sable. Donc, lorsque je travaillais dans le nord de l'Ontario, utiliser du sable permet de pouvoir avoir une plus grande friction pour les pneus. Et bien sûr, ce sable va dans les fossés durant le printemps. Donc, dans le nord, lorsqu'on a beaucoup de fossés, c'est parfait. Par contre, dans les grandes villes, ça, c'est un problème parce que le sable, lorsqu'ils vont dans les infrastructures, les aqueducs, on a des problèmes parce que ça bouche les tuyaux. Donc, on ne peut pas les utiliser dans la grande ville. Je sais qu'il y a quelques personnes qui utilisent, au lieu d'utiliser le sel, donc le sel solide, on peut dissoudre le sel dans l'eau et épandre de l'eau salée sur les autoroutes et les routes. Ça prend beaucoup moins de sel, ça fait un bon travail et c'est mieux pour l'environnement. Et je sais qu'il y a quelques compagnies qui vont utiliser, par exemple, du jus de betterave ou vont mélanger des choses avec l'eau qui permettent de pouvoir baisser la température que l'eau va congeler et ça permet de pouvoir garder les citoyens en sécurité tout en protégeant l'environnement. Donc, ce qui est intéressant avec les composés moléculaires, lorsqu'on regarde notre tableau périodique, c'est le fait que les composés moléculaires sont faits de non-métaux, donc sont faits de carbone, d'azote, d'oxygène, fluor, phosphore, soufre et ainsi de suite. Ce sont tous les atomes qui sont de ce côté-ci. Donc, voyons voir comment est-ce que ces composés moléculaires sont formés. Donc, premièrement, prenons l'exemple du dioxyde de carbone. Je vais prendre un instant et on va faire les diagrammes de Bohr-Rutherford pour montrer comment ça fonctionne. Donc, les diagrammes de Bohr-Rutherford nous aident beaucoup à comprendre ce qui se passe. Donc, un composé moléculaire, chose importante, c'est fait de non-métaux. Donc, ici, composé moléculaire non-métaux. Dans la vidéo précédente, on a parlé du fait que lorsqu'on a des atomes, les atomes veulent deux choses dans la vie. Ils veulent le même nombre de protons que d'électrons, et ça, nous avons ça ici. Mais ils veulent aussi avoir le même nombre, ils veulent avoir leur dernier niveau d'énergie plein. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'oxygène, pour avoir le dernier niveau plein, aurait besoin de 2 électrons. Pour le carbone ici, chose intéressante, celui-ci aurait besoin soit d'avoir 4 électrons de plus ou d'en donner 4. La difficulté, c'est que s'il donne 4 électrons, nous avons 6 protons et 2 électrons, ça devient très, très réactif. Lorsque nous avons l'autre oxygène ici, nous avons l'oxygène qui aimerait avoir 2 électrons. Maintenant, ce qui est intéressant avec les non-métaux, c'est qu'ils veulent tous avoir des électrons. Donc, on a parlé des composés ioniques il y a quelque temps. Ce qui est intéressant avec les composés ioniques, c'est que les métaux ont des électrons à donner.
Tandis que ici, l'oxygène, le carbone et l'oxygène ici n'ont pas d'électrons à donner, ils veulent tous en avoir. Alors ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partager des électrons. Alors si je prends ici mon oxygène, l'oxygène va dire, moi, je suis prêt à te prêter ici au carbone 2 électrons. Et le carbone se dit, OK, si tu fais ça, moi, je suis aussi prêt à partager 2 électrons. Et ça devient intéressant parce que si vous regardez ici, si l'oxygène reçoit 2 électrons du carbone, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur le dernier niveau. Donc ça fonctionne. Donc les 2 oxygènes vont faire ça. Cet oxygène va aussi donner, pas donner, mais partager 2 électrons. Et ici, le carbone va partager 2 électrons. Donc ça veut dire que cet oxygène-ci peut aussi avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur le dernier niveau d'énergie. Maintenant, si le carbone partage 4 de ces électrons en total, il faut aussi dire que le carbone va pouvoir partager 2 des électrons de l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ici, nous allons avoir 1, 2, 3, 4 électrons, et ici, 1, 2, 3, 4 électrons. Donc, à un moment donné, nous avons un carbone qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et chacun des oxygènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et l'autre, la même chose. On se retrouve donc ici avec une molécule. La molécule ressemble à CO comme ceci, O. Une molécule qui est stable, et les électrons sont partagés. Et on se retrouve ici avec une grande molécule qui est très stable parce qu'ils ont tous les électrons disponibles, ils sont rattachés ensemble. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un composé moléculaire où les électrons sont partagés. Et ça, c'est l'opposé d'un composé ionique qui, eux, il y a des atomes qui sont les non-métaux qui reçoivent les électrons, des métaux qui les donnent. Donc, grande différence ici. Maintenant, ce qui est intéressant avec ici les composés moléculaires, c'est que puisqu'ils ont tous leurs électrons, ils ont tendance à être très heureux ensemble. Donc, il y a beaucoup moins d'interaction avec leur environnement. Alors, si on regarde, par exemple, l'oxygène ou le CO2, on se retrouve avec des molécules qui ont tendance à être des isolants et ils ont tendance souvent à être des gaz. Ils peuvent être des liquides et solides aussi. Mais le fait qu'ils ont tous ces électrons, ils sont très stables par eux-mêmes. Et donc, s'il n'y a pas d'électrons disponibles à se promener, ce sont de bons isolants. Donc, si on prend par exemple, ce matin, je suis allé faire un tour et j'ai regardé une petite boisson ici. Nous savons qu'à l'intérieur, c'est un liquide, il y a du dioxyde de carbone. Donc, je vais l'ouvrir et écouter. On a pu entendre le psst et c'est des gaz. La raison pour ça, voyons voir si on peut faire un petit verre, c'est que dans la boisson gazeuse, nous avons l'eau qui est comme ceci. Et le dioxyde de carbone qui est à l'intérieur de celui-ci n'est pas divisé, mais est un peu comme localisé entre les molécules d'eau. Donc, c'est conservé ensemble par la pression. Aussitôt qu'on enlève la pression, le dioxyde de carbone qui est un gaz, c'est OK, moi je peux partir, je n'ai pas besoin de rester à l'intérieur de l'eau. Donc, j'ai parlé du fait que le dioxyde de carbone est un gaz qui est très stable. Lorsqu'il est dans l'atmosphère, il est stable pendant longtemps. J'ai aussi mentionné qu'il pouvait être un solide. Donc, si on prend par exemple le plastique, est-ce que j'ai quelque chose en plastique présentement? Donc, ici, j'utilise ça quelquefois. On a un contenant de vinaigre. Un contenant de vinaigre qui est un acide, mais qui est dans un contenant de plastique. Le plastique est un composé qui est moléculaire et qui est très stable. Et celui-ci n'a pas d'interaction, très peu d'interaction avec son environnement.
C'est pour ça que le plastique a tendance à être très stable, à être utilisé pour les boissons gazeuses, pour les produits chimiques ou toute autre chose que l'on fait. Puisque c'est stable, c'est fantastique pour entreposer des choses. Le désavantage de cela, c'est que lorsque on a fini d'utiliser un plastique et qu'on le met dans l'environnement, ce plastique ne se décompose pas facilement. Donc, on a du plastique dans l'environnement qui reste là pendant des années, des décennies et des siècles. Et c'est pour ça qu'on parle souvent ces déchets dans les océans, les microparticules de plastique qui se retrouvent dans l'eau. La raison, c'est que même si on a un gros morceau de plastique, avec le temps, il se divise en plus petits morceaux, mais qu'il y a encore du plastique qui n'est pas assimilé. Donc ça, c'est un grand plan du fait que chimiquement, le plastique était une superbe invention, sauf que environnementalement, ça crée des problèmes, bien sûr. Et bien sûr, lorsqu'on a des plastiques dans l'environnement, c'est pas bon pour les écosystèmes, c'est pas bon pour les oiseaux, c'est pas bon pour les organismes qui pensent que ça fait partie de l'environnement ou que c'est de la nourriture. Donc, lorsque vous utilisez des choses, pensez au fait, est-ce que le plastique est la meilleure façon? Pensons au vin, par exemple, ou à l'huile d'olive que souvent on entrepose dans des bouteilles de verre. C'est beaucoup mieux pour l'environnement, même si le verre ne se décompose pas facilement. Il n'a pas ce problème environnemental que le plastique peut avoir. Comment peut-on représenter les molécules? Et ça ne sera pas très très long. L'idée, c'est que les molécules sont très très petites comme dimension. Donc, c'est très difficile à visualiser. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre des particules qui sont presque invisibles pour comprendre comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Donc, l'idée, c'est qu'il y a bien sûr cette idée d'utiliser des boules et des bâtonnets. Donc, je vais montrer ceci. Donc, si on regarde, ça, ce sont différentes représentations. Donc, on a ici cette idée de petites boules et de bâtonnets. Moi, j'utilise ceci dans mes salles de classe tout le temps. L'idée, c'est que si nous avons, alors souvent le noir représente le carbone, le blanc représente l'hydrogène. Nous avons ici le rouge qui souvent représente l'oxygène. Donc, lorsque nous avons ces molécules, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on dit qu'il y a des atomes qui vont. Prenons le méthane ici. Le méthane, c'est toujours très bien. On a le carbone qui est dans le centre. Le carbone va partager ses 4 électrons avec un électron de chacun des hydrogènes ici. Donc, on se retrouve avec une représentation en 3 dimensions de ce qu'est cette molécule. Maintenant, on considère seulement les noyaux ici, et dans les noyaux, ici, on partage des électrons. Si nous avons, par exemple, je ne sais pas s'il y a un exemple de sel, je ne vois pas d'exemple de sel ici. Mais l'idée, c'est que si c'est le sel, à ce moment-là, on a un bâtonnet lorsqu'il y a un électron qui est donné ou reçu. Cette façon de représenter, on l'utilise souvent. C'est quelque chose que l'on pouvait faire il y a plusieurs années. Maintenant, avec les ordinateurs, on a pu jouer un peu avec ces modèles. Ça ici, avec le modèle que nous avons avec le méthane, nous avons l'atome l'atome de carbone, et on a l'hydrogène. Ici, on montre les noyaux. Par contre, nous savons que les noyaux sont entourés de niveaux d'énergie où il y a des électrons. Ça veut dire qu'un atome ne ressemble pas à ceci. Il va plutôt ressembler à une molécule comme ceci qui est l'eau. Est-ce que je peux faire ça plus grand? Voilà. Donc ici, on a un atome qui est d'oxygène et on a nos 2 atomes qui sont d'hydrogène. Donc ici, nous savons qu'il y a les noyaux qui attirent les électrons, mais il y a ces nuages d'électrons qui sont tout autour du noyau. Et donc, cette représentation ici s'est fait beaucoup plus facilement avec les ordinateurs et c'est quelque chose qui est fantastique. Par contre, ce n'est pas évident si on veut le faire physiquement parce qu'on a tous des boules, des demi-sphères qui s'ajoutent et ce n'est pas évident. Voyons voir. J'ai vu ce matin, je regardais, je ne sais pas si je peux la trouver. Voyons voir. Est-ce que je peux voir ça sans qu'il y ait des droits d'auteur? Alors ça ici.
Donc ça, c'est un autre exemple d'idée de modèle compact. Donc ici, on peut voir que ce sont des molécules et il y a l'interaction des électrons à l'intérieur de ceux-ci. Beaucoup plus, ça nous donne une idée beaucoup plus utile parce que le fait qu'on ait l'interaction des électrons, ça donne un côté beaucoup plus dense. Maintenant, ce qui est intéressant avec ceci, c'est comme si c'était un solide, mais n'oubliez pas que ce sont des nuages d'électrons et donc le noyau est très très petit dans le centre avec une influence des électrons. Donc, c'est en majorité du vide qui est ici. Donc, si on était pour avoir des particules qui passaient à travers, ceci n'est pas solide, c'est seulement la représentation des électrons. Mais tout de même, c'est quelque chose qui est intéressant comme, comme façon de représenter, et avec les ordi et les nouvelles technologies, c'est fantastique. Alors sur ce, ça c'était une petite unité rapide de 6.3 dans le manuel.